Alors bonjour et bienvenue aux rencontres de la librairie, l'émission de la librairie 1.1 en partenariat avec Radio Lodève. Aujourd'hui, dans le cadre de la Fête de la Science qui se déroule chaque année début octobre, nous accueillons Philippe Isinger. Alors, vous êtes directeur de recherche en écologie fonctionnelle, biogéochimie des sols et des agrosystèmes à l'INRAE, Institut de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Vous étudiez depuis plus de 35 ans les interactions entre sols et racines, ainsi que leur rôle dans la formation des sols et la nutrition des plantes. Philippe Isinger, bonjour. Bonjour. Est paru cette année aux éditions Quae votre livre « La vie cachée des sols ». Dans cet ouvrage, vous décrivez la diversité des organismes du sol, leurs fonctions, leurs multiples interactions et leur rôle dans les services rendus par les écosystèmes, mais aussi l'impact de l'homme sur cet environnement. Le sol est bien un écosystème complexe, mais loin d'avoir surgi d'un coup, il est le fruit d'une évolution. Le sol a donc un passé, un présent et, en espérons, un futur. Avant le sol, qu'y avait-il ? Bref, de quoi parle-t-on quand on parle de sol ? Il y a deux questions. Oui, deux questions en une, c'est pour commencer sur les chapeaux de roue. Alors, qu'est-ce qu'il y avait avant le sol ? Le sol, probablement, s'est formé dès lors que les êtres vivants ont colonisé les continents. Alors, c'est très difficile de remonter le temps parce qu'on a des moyens limités pour regarder ce qui s'est passé il y a quelques centaines de millions d'années. Mais aujourd'hui, c'est ce qu'on considère, c'est que les êtres vivants, les plantes, les micro-organismes associés ont été vraiment pionniers dans la colonisation à partir de la vie qui était essentiellement aquatique sur Terre avant, des continents. Et c'est vraiment l'interaction entre ces organismes et l'environnement continental qui, à ce moment-là, se réduisait à des matériaux rocheux, qui a conduit à la formation des premiers sols. Donc on date de à peu près entre 400 et 500 millions d'années, avec vraiment l'émergence des végétaux terrestres. Ça, c'est pour le contexte. La première question, le contexte. Bon, après, on reviendra peut-être sur les questions de la vitesse à laquelle se forment les sols, mais ce qu'est un sol, il aurait peut-être fallu commencer par cette deuxième question. Un sol, c'est en fait l'épiderme de la Terre, des surfaces continentales. C'est un épiderme très mince. Ça représente, au tout début, il se forme une couche qui est à peine visible, de l'ordre du micromètre, du millionième de mètre, du millimètre. Et puis progressivement, un sol peut s'épaissir et atteindre des épaisseurs les sols les plus profonds font quelques dizaines de mètres. Mais la plupart des sols font entre quelques 10 centimètres et quelques 3-4 mètres, la plupart de nos sols. Donc ils se forment en fait du fait des interactions entre les roches, la roche-mère à partir de laquelle ils se forment, le climat, les facteurs du climat et la végétation. Et en fait, c'est plus que la végétation, c'est la végétation et l'ensemble des organismes vivants qu'on retrouve dans les écosystèmes continentaux. Alors même en remontant dans le temps et dans l'ouvrage, puisque c'est quasiment au tout début, vous évoquez le lien entre la constitution des sols et la création de l'atmosphère. J'imagine donc que l'on remonte quand même à très loin dans l'histoire de la Terre, mais j'ai du mal à m'imaginer ce que sont les cyanobactéries et leur lien avec l'atmosphère. C'est cyanobactéries. Cyanobactéries en plus. Donc c'est des êtres vivants essentiels et c'est parmi vraiment les plus anciens organismes qu'on a pu identifier. Plus de 2 milliards d'années. Ces organismes qui existent d'abord en milieu aquatique, donc qui ont d'abord fait leur travail essentiel dans la construction de la planète, y compris de son atmosphère, déjà dans les océans et probablement à la surface des continents également. La faculté des cyanobactéries, c'est d'être à la fois capable de faire de la photosynthèse et surtout leur originalité de fixer l'azote qui est contenu dans l'atmosphère sous forme de molécules, enfin de briques essentielles qui sont l'ammonium qui devient ensuite des acides aminés, des protéines. Et de ce point de vue-là, c'est une vertu. Ce que je faudrait préciser, c'est que l'azote sur la planète, c'est un nutriment essentiel pour tous les êtres vivants.
c'est le constituant des acides aminés et des protéines, donc tous les êtres vivants en ont vraiment besoin. La particularité, c'est qu'il est présent en traces dans les roches, et il est essentiellement présent dans l'atmosphère. 80% de l'atmosphère, c'est l'azote, le diazote. Et donc, ce qui a été essentiel avec l'émergence de ces micro-organismes, les cyanobactéries, c'est qu'elles ont permis d'injecter de l'azote dans les océans, mais aussi progressivement dans les écosystèmes continentaux, tout en étant capables de faire de la photosynthèse. Alors, c'est des cyanobactéries, elles vivent toutes seules, mais elles vivent aussi en symbiose avec une symbiose que vous connaissez sans doute, c'est les lichens. Les lichens c'est une symbiose entre un champignon et une algue, ou un champignon et une cyanobactérie, et quelquefois c'est les trois. Quand c'est avec une algue, l'algue assure la photosynthèse, ce que fait aussi la cyanobactérie. Mais par contre, l'avantage essentiel de la cyanobactérie, c'est qu'en plus, elle peut apporter de l'azote, ce qui est tout à fait crucial dans vraiment, et ce qui a vraiment changé la face du monde, la face de la Terre. Ça, c'est un processus important qui existe donc chez les cyanobactéries. Puis il y a d'autres bactéries qui fixent l'azote, heureusement, et notamment des bactéries qui s'associent à des plantes très connues. C'est la famille, qu'on appelait autrefois des papilionacées ou légumineuses, qu'on appelle aujourd'hui les fabacées, et qui forment aussi une symbiose avec d'autres bactéries fixatrices d'azote, donc qui sont capables d'injecter de l'azote de façon biologique, symbiotique dans les sols, et c'est quelque chose d'absolument essentiel dans le fonctionnement de la planète. Alors, j'ai pas tout à fait répondu à la question, je suis peut-être trop long, mais après, il y a une évolution extrêmement forte de la composition de l'atmosphère au cours des milliards d'années depuis la naissance de la Terre, et notamment avec une atmosphère qui, au départ, ne contenait pas d'oxygène. Il y a 4 milliards d'années. Et ça, c'est des organismes vivants aussi qui, progressivement, ont permis à notre atmosphère de s'enrichir en oxygène, de réduire aussi sa concentration en CO2. Alors on en parle beaucoup aujourd'hui, la concentration. On y reviendra peut-être. Les problèmes soulevés à partir de là, mais pour qu'on se rende compte de l'échelle, la constitution du sol donc prend beaucoup de temps. Et parler de quelques centimètres à quelques mètres, quelle est la vitesse de formation du sol pour qu'on se rende compte de l'échelle? Alors ça varie énormément suivant les conditions, mais un chiffre moyen qu'on peut retenir, c'est que pour faire un millimètre de sol, il faut une centaine d'années, en moyenne. Ça peut varier de presque 10 fois moins, 10 fois plus que ça, suivant où on est sur la planète. Suivant les conditions qui règnent à l'endroit où se forme le sol. Donc, autrement dit, pour faire 1 mètre de sol, c'est à peu près 100 000 ans. Donc, c'est ce qui fait que le sol, c'est une ressource particulièrement précieuse parce que il y a des phénomènes comme les phénomènes d'érosion qui peuvent emporter des épaisseurs de sol importantes en quelques secondes, quelques heures. Vous le savez, dans le Lot-des-Voies, on a de l'érosion. Et le sol, pour se former, il va prendre des siècles, des millénaires, des dizaines de milliers d'années. Donc voilà, il ne se reconstitue pas à la vitesse à laquelle il peut se détruire. On peut le perdre, on peut le détruire. Alors, vous nous faites découvrir à travers cet ouvrage l'incroyable aussi occupation des sols par un nombre impressionnant d'organismes. Alors, on en imagine quelques-uns, la faune, la flore et bien d'autres. Certains qu'on imagine bien, je pensais aux taupes, aux vers de terre, peut-être même les renards et les lapins qui se cachent dedans, je ne sais pas quelles sont leurs implications dedans, mais aussi champignons et racines peut-être. Bref, quelle est la densité de ces organismes en fait dans la terre ou dans le sol, parce que c'est de cela qu'on parle, et combien d'espèces ça peut représenter sur notre territoire, parce que j'imagine que dans le désert c'est pas pareil. Oui, alors l'ordre d'idée. Un ordre d'idée. Ce qui compte énormément, puisque la question c'est du nombre. Il y a des très petits, il y a des très grands. Donc les plus grands, effectivement, c'est ce on les classe souvent d'ailleurs par la taille. Donc dans la faune, dans les animaux, on a des animaux qui sont de la microfaune, donc pour lesquels il faut un microscope pour les observer. On a de la mésofaune qui fait moins de 2 mm, c'est un peu des standards. Ensuite, on a de la macrofaune entre 2 et 80 mm, et au-delà, on a de la mégafaune. La mégafaune, en gros, c'est les petits mammifères, essentiellement. La taupe, on fait partie. Le lapin et le renard, on les compte pas, vraiment, parce qu'en fait, ce qu'on considère comme organismes du sol, c'est ceux qui
y habitent, pas seulement y habitent, c'est le cas du renard et du lapin en faisant des terriers, ils habitent dans le sol, mais ils se nourrissent pas véritablement des ressources du sol. Alors que d'autres organismes, comme la taupe se nourrit effectivement sous terre des organismes qui vivent dans le sol, et elle, c'est un vrai habitant du sol au sens plein du terme. Donc ça, c'est les très gros. Ils peuvent être en effectif important. Enfin, pour donner un ordre de grandeur, un des plus dans les gros, dans ce qu'on appelle la macrofaune, il y a évidemment les vers de terre. Les vers de terre les plus gros qu'on trouve dans la région, on a des beaux spécimens, ils font 1 mètre de long quand même. Et les plus grands sur terre, ils font 3 mètres. Bon, la plupart des vers de terre, ils font entre 5 et 20 cm. La densité des vers de terre, c'est très variable d'un sol à l'autre. Ça rejoint la question. C'est très lié à la disponibilité de la matière organique, de la matière végétale, des litières. C'est entre 100 et la plupart des sols, entre 100 et 500 vers de terre sur 1 mètre carré. Donc sur le territoire lodévois, je ne sais pas sa surface, mais bon, je vais faire le calcul. 100 mètres carrés, c'est pas mal comme unité de base. Et dans une prairie bretonne avec beaucoup de matière organique, parce qu'on apporte beaucoup de fumier, etc., on peut atteindre 1000, 2000 vers de terre sur 1 mètre carré. Ça paraît beaucoup, c'est beaucoup, mais il y a d'autres chiffres beaucoup plus impressionnants si on va vers les plus petits organismes. Et les plus petits, c'est les bactéries, les champignons. Les bactéries, là aussi c'est très variable, mais la gamme, c'est dans une cuillère, donc 1 gramme de sol, ça fait une petite cuillère à café. On peut dénombrer entre 100 000 dans les sols les plus pauvres et on va dire 10 milliards de bactéries. Donc c'est des chiffres énormes. Et là, vous voyez bien que si on comptait sur 1 mètre carré, sur une épaisseur d'1 mètre, même si la distribution n'est pas homogène sur l'épaisseur du sol, on arrive à des nombres qui sont tout à fait, qui nous dépassent. Voilà, il y a autant de bactéries dans un gramme de sol que d'humains sur la planète, potentiellement, dans certains sols. Donc, très abondance. Et donc, vu le nombre considérable d'organismes dans les sols, vous abordez aussi dans l'ouvrage la complexité de leur cohabitation. Comment ça fonctionne? Quelles sont leurs cohabitations? Est-ce que c'est des conflits permanents? Au contraire, c'est du complémentarité? Comment ça occupe ce monde souterrain, sous nos pieds? Faisons plus simple. Alors, on a évoqué l'abondance, mais l'autre chose qui est vraiment caractéristique, c'est la biodiversité, c'est-à-dire la diversité des organismes. Donc je pense que c'est important, on y reviendra peut-être, mais c'est important de dire un chiffre. Pendant longtemps, on a estimé, c'est très difficile à estimer parce que la plupart sont inconnus. En fait, on a du mal à les elles sont tellement nombreuses, ils sont tellement nombreux ces organismes qu'on les connaît pas tous, mais on a des moyens d'essayer d'estimer à peu près combien d'espèces. Et les bactéries, c'est des millions. Les bactéries et les champignons, c'est des millions d'espèces. Donc pour d'autres catégories d'organismes, les vers de terre, on connaît de l'ordre de 5000 espèces. Et on estime qu'il y en a sûrement de l'ordre de 8000. On en découvre chaque année. On a des collègues spécialistes des vers de terre dans la région qui en découvrent chaque année quelques-uns de plus, y compris en France. Donc ça c'est un trait vraiment important. Et l'autre chose effectivement, ce qui est une caractéristique et qui est passionnant au point de vue recherche, mais très compliqué, c'est d'essayer de débobiner tous les réseaux d'interaction entre cette myriade de multitude d'organismes de toute taille et qui ont plein de fonctions différentes. Donc en effet, ils peuvent avoir tout type d'interaction. Il y a beaucoup d'interactions qu'on qualifie de neutres, c'est-à-dire ils coexistent mais sans forcément faire des choses ensemble. Et puis on a aussi des interactions positives, certaines sont très connues, on les qualifie parfois de symbiose ou de mutualisme quand c'est vraiment des interactions positives à bénéfice réciproque. Donc il y a 2 symbioses très très importantes pour le fonctionnement de tous les écosystèmes terrestres des sols. Vous les connaissez forcément d'une façon ou d'une autre. C'est la symbiose qui est très ancienne, qui remonte quasiment justement à la colonisation des continents par les plantes, les premières plantes. C'est la symbiose entre des champignons, qu'on appelle les champignons mycorhiziens, et les racines des plantes. Et donc ça c'est une association assez intime qui permet à la plante, quelque part, de prospecter un peu plus facilement le volume de sol grâce aux filaments, au mycélium des champignons, et d'acquérir des ressources, des nutriments dans le sol, dans des espaces du sol,
dans des petits pores, dans des petits trous qui ne sont pas si accessibles que ça directement aux racines. Ça, c'est une première symbiose. L'autre, c'est celle que j'ai évoquée tout à l'heure entre les fabacées, les légumineuses et les bactéries fixatrices d'azote. Ça, c'est pareil. Il y a la formation d'un organe symbiotique qui permet à ce processus de fixation qui capte du coup l'azote de l'atmosphère et permet à la plante de couvrir ses besoins en azote par ce biais-là, grâce à la bactérie. Seule la plante n'est pas capable de le faire. Et la bactérie ne le fait pas toute seule non plus, elle le fait que dans le cadre de cette symbiose, de cette association. Donc ça, c'est un type d'interaction un peu particulier et essentiel. Et puis après, il y a plein d'autres interactions, parfois qu'on qualifie de négatives, quand deux espèces sont en compétition. Vous faites pousser deux plantes ensemble, elles sont en compétition pour l'eau, pour l'azote, le phosphore, le potassium qu'il y a dans le sol, tous les nutriments. Mais ce qu'on a découvert aussi beaucoup, c'est que au-delà de cette vision un peu négative, avec beaucoup de phénomènes de compétition, dans tous les écosystèmes, on admet aujourd'hui qu'il y a beaucoup aussi de phénomènes d'interaction positive. C'est un peu rassurant. De la coopération, de la facilitation, on appelle ça aussi, entre des organismes qui peuvent s'aider l'un l'autre. Alors il y a plein d'exemples, mais un exemple vraiment simple à comprendre, c'est un ver de terre qui va creuser dans le sol des galeries. Il le fait pour ses propres besoins, pour aller chercher des ressources, s'enfouir, se cacher aussi par rapport à ses prédateurs. Mais ce faisant, il permet l'aération du sol, la circulation de l'eau, des nutriments dans le sol, la pénétration des racines qui vont parfois emprunter les galeries des vers de terre. Et voilà, typiquement, ils vont faciliter la vie de plein d'autres organismes qui sont dans le sol. Et c'est une de ces interactions, alors qu'il y en a qui sont même beaucoup plus sophistiquées, de coopération, de facilitation, qui font partie du paysage des interactions qui ont lieu dans le sol. Et dans ces profondeurs, donc pas si grandes, il y a ce que vous appelez les roches mères, c'est ça ? Oui, c'est plutôt sous le sol. Ouais, voilà, sous le sol. Et la limite de formation entre les deux, jusqu'où descendent ces organismes, et est-ce qu'ils participent justement à cette transition ou cette frontière entre les deux, ou au contraire c'est complètement poreux et ça travaille aussi Alors c'est une question très importante. En effet, les organismes se distribuent dans le volume de sol. Ils ne sont pas de façon homogène dans tout le volume de sol, puisque les conditions ne sont pas exactement les mêmes suivant qu'on est en surface, où, comme on peut le comprendre, c'est plus aéré qu'en grande profondeur. L'eau qui va, lorsqu'il y a une pluie qui va s'infiltrer dans le sol, elle peut éventuellement stagner en profondeur si la roche est imperméable, typiquement. Ce qui fait que le sol peut être saturé en eau avec un déficit d'oxygène, d'aération en profondeur. Ce qui fait qu'on a en général quand même une stratification. D'ailleurs, les sols, la plupart des sols, si on fait une coupe, on observe des couches différentes. Dans notre jargon, on appelle ça des horizons de sol. Et ils ont des propriétés différentes. Ces propriétés différentes, elles sont issues de l'évolution de tout le processus depuis la naissance, depuis la formation du sol. Et pour répondre plus loin à la question, du coup, les organismes ne sont pas forcément les mêmes suivant les horizons de sol qu'on considère. Mais aussi, ce qui est très important à prendre en considération, c'est que c'est très largement ces organismes-là qui ont contribué à la formation de ces sols, à l'épaississement progressif de cette petite pellicule, l'épiderme au-dessus de la roche-mère, et au travers là de plein de processus, des processus physiques. Vous avez déjà vu sur de la roche des racines qui s'infiltrent dans une fissure. Les racines des végétaux, ils contribuent en le faisant, et vous le savez peut-être dans les propres murs de vos jardins, de vos maisons. Ils peuvent déplacer des roches, même si ça paraît des organes très fragiles, une racine. Elles peuvent fracturer des roches, déplacer des roches. Donc la fragmentation, qui est vraiment un des tout premiers processus de formation du sol, a pour origine des phénomènes purement physiques, le gel, le dégel, mais aussi la pénétration par des organismes vivants. Et puis c'est évidemment le cas des organismes microscopiques, comme l'ensemble des micro-organismes qui peuvent eux aussi s'insinuer dans les moindres fissures de la roche. Et progressivement, il y a ces phénomènes physiques, et puis il y a toute la batterie des processus chimiques qui font l'ensemble de l'activité biologique, qui vont contribuer à l'altération des constituants de la roche
Et ça contribue beaucoup au devenir d'un sol, à la formation d'un sol. Et, oui, j'ai pas dit tout à l'heure, mais un sol, finalement, j'avais dit, interaction entre végétation, climat et la roche. Mais j'ai bien mentionné que c'était la végétation et finalement l'ensemble des autres organismes qui interagissent avec cette végétation. Et la particularité d'un sol par rapport à une roche, il y a 3 vraiment paramètres, propriétés qui distinguent un sol de la roche qui est sous-jacente. C'est sa structure qui est différente et les organismes vivants construisent vraiment la structure des sols. C'est les minéraux qui sont contenus dans les sols avec beaucoup d'argile. Les argiles, c'est des minéraux qui se forment essentiellement dans les sols. Et les organismes vivants contribuent à transformer les minéraux de la roche en argile. Et puis la 3e caractéristique d'un sol par rapport à une roche, c'est de contenir des matières organiques. Et les matières organiques, c'est tous les débris organiques des êtres vivants. Et puis c'est les êtres vivants eux-mêmes qui composent une partie de cette matière organique. Donc ça, c'est vraiment une caractéristique, une roche, sauf certaines roches, par exemple des pétroles, mais qui sont issues du vivant. L'essentiel des roches ne contiennent pas du tout de matière organique. Et ça, c'est vraiment un critère qui permet de faire la différence entre la roche-mère et le sol qui est... Alors, plutôt dans le cadre de l'anecdote, mais ça m'a amusé, page 69 de l'ouvrage pour ceux qui l'ont sous les yeux, pour imaginer la vie en dessous, ce fourmillement permanent, ces craquelures, ces cassures. Bref, ça doit faire beaucoup de bruit, tout ce beau monde là-dessous. Et oui, effectivement. J'ai une jeune collègue qui a travaillé à INRAE à Orléans, qui a eu l'idée, il y a quelques années, elle poursuit là-dessus, d'écouter les sols. En fait, de capter, avec à peu près la même chose que ce que j'ai devant mon nez, de capter les bruits émis par le sol. Et elle a réussi, dans des expérimentations, elle s'est contrôler ce qui se passait. Elle a réussi à distinguer le bruit d'un ver de terre, le bruit d'une racine qui pousse. Et aujourd'hui, elle essaye de comprendre, en écoutant le sol, comment se forme la structure du sol. Alors j'ai évoqué le terme structure sans vraiment le définir, mais c'est l'organisation des particules qui composent le sol, en agrégats, en mottes et en vide. Ça, c'est les pleins, les agrégats, les mottes, des assemblages de particules. Et à l'intérieur de ces assemblages et à la périphérie, il y a des pores, ce qu'on appelle des pores, des trous, des fissures, petits, gros. Et tout ça est colonisé par les organismes du sol, mais et qui fabriquent aussi ces agrégats, contribuent à fabriquer ces agrégats, ces mottes, cette structure. Et donc, du coup, avec l'acoustique, c'est un instrument effectivement qui est très récent. Il y a très peu d'équipes qui ont eu cette idée-là et qui est très actuelle, du coup. Son domaine de recherche aujourd'hui, c'est d'essayer, en écoutant les sols, de comprendre comment se forme la structure et la contribution notamment des êtres vivants comme les vers de terre, les racines et bien d'autres à la formation des structures, des agrégats, des mottes qui composent nos sols. Et puis ça doit attirer les prédateurs suivant les bruits peut-être. Alors oui, je blague un peu là-dessus dans l'ouvrage sur peut-être que les amateurs de vers de terre, un sanglier par exemple, à l'ouïe sans doute plus fine que nous, et peut-être ça fait partie de ses armes, mais enfin il en a plein d'autres, il a un bon odorat aussi pour les détecter, je pense. Est-ce que dans les sols, il y a un petit peu comme l'image du castor qui est capable de modifier un territoire en faisant ses barrages, existe-t-il les mêmes types d'organismes ou d'êtres vivants sous terre qui, si on les supprime, modifierait complètement la structure du sol et éventuellement les détruirait? Alors oui, les castors, en écologie, on les classe dans ce qu'on appelle les ingénieurs de l'écosystème. Et si on les qualifie comme ça, c'est que, effectivement, en construisant leur barrage, ils modifient le parcours d'une rivière. Ils font de l'eau stagnante là où l'eau s'écoulait. Et du coup, ça change complètement le fonctionnement de l'écosystème. Donc, en bien ou en mal. Enfin, en tout cas, ils modifient le fonctionnement considérablement de l'écosystème, et c'est pour ça qu'on les qualifie d'ingénieurs de l'écosystème. Et dans les sols, on a transposé cette idée, ce concept, et du coup, on parle simplement d'ingénieurs du sol. Alors, encore une fois, il y en a que vous connaissez très bien. Il y a les vers de terre rentrent totalement dans cette catégorie. Parce que comme je le disais tout à l'heure, voilà, en construisant leur galerie, au départ, c'est pour leur propre activité,
mais en construisant ils modifient les propriétés du sol, ils permettent d'aérer le sol, et du coup le sol autour d'une galerie n'a pas les mêmes propriétés que le sol qui est loin de la surface d'une galerie, parce que l'eau y circule, parce que l'air y circule, et parce que éventuellement d'autres organismes s'y engouffrent. Et donc le ver de terre en fait partie, il y en a d'autres évidemment, et d'assez nombreux. Les racines elles-mêmes. Ça a été rappelé tout à l'heure, ça fait 35 ans que je travaille sur les interactions entre sol et racines. Et moi, ma recherche, ça a été pendant toute ma carrière de montrer comment les racines, et c'est un facteur d'adaptation des plantes à leur environnement, modifient le sol dans leur environnement immédiat pour essayer de récupérer les nutriments dont elles ont besoin, l'eau dont elles ont besoin dans le sol. Et ça fait d'elles également des ingénieurs de l'écosystème. Il y a un autre ensemble d'organismes super connus où l'effet est vraiment visible, c'est les termites, alors qui sont plutôt présentes en milieu tropical, les termites du sol, mais avec des paysages vraiment complètement modifiés par les termites. Et chez nous, les fourmis. Leur abondance, pas toujours visible à la surface, mais dans l'ouvrage, il y a quelques photos qui l'illustrent. Elles sont extrêmement abondantes dans les sols. Elles forment des nids moins visibles que les termites, mais on voit des particules qu'elles sortent du sol, souvent au printemps ou en été. Et du coup, en creusant leur galerie, c'est pareil, elles modifient la structure du sol. Elles modifient aussi les fourmis, quand elles vous mordent, ça fait mal, c'est l'acide formique. Cet acide, il est capable de changer les propriétés des minéraux, d'altérer des minéraux. Ça permet de rendre disponibles des nutriments qui étaient coincés dans des minéraux. Et du coup, aussi au travers de processus chimiques, pas que physiques, les organismes du sol comme ceux-là peuvent transformer les propriétés du sol. Et d'autres organismes peuvent en bénéficier, et c'est ça qui fait qu'on les qualifie d'ingénieurs du sol. Alors on découvre que le sol est un formidable réservoir de biodiversité. Aujourd'hui, les préoccupations autour du dérèglement climatique sont au cœur de l'actualité, mais quelle est l'implication de ce monde du sol ? D'abord, est-ce que le sol est un outil de lutte contre le dérèglement climatique ? Et du coup, en quoi ? Si oui. Alors, il l'est, oui. C'est un outil important. Aujourd'hui, on en est bien conscient. C'est compliqué néanmoins d'utiliser l'outil, mais le rôle extrêmement important du sol, c'est que le fonctionnement du sol assure quelque part très largement le fonctionnement, je disais, des écosystèmes, quels qu'ils soient, cultivés, les forêts, les espaces naturel, il n'y en a plus beaucoup. En fait, en supportant notamment le fonctionnement des plantes. Et les plantes, c'est vraiment elles qui assurent le fonctionnement du cycle du carbone sur la planète, au travers de la photosynthèse. Et puis, c'est les organismes vivants globalement qui réémettent du CO2, naturellement, dans les processus naturels, qui réémettent du CO2, du dioxyde de carbone, dans l'atmosphère. Ça, c'est le processus naturel qui, normalement, est relativement équilibré, mais qui passe par le sol. Parce que les plantes font de la photosynthèse, elles fabriquent des organes végétaux, et puis ces organes, ils meurent, ils retombent au sol, ils sont consommés par tous ces organismes qui les fragmentent, qui les minéralisent éventuellement. Les micro-organismes contribuent après à transformer ces molécules organiques à la fin en nutriments qui sont réutilisables par les plantes. Mais ils forment aussi des composés organiques qui peuvent être très stables dans le sol. C'est ce qu'on appelle ça parfois l'humus, la partie vraiment très riche, très noire, qu'on retrouve en forêt ou qu'on peut retrouver en prairie, qu'on retrouve ici en garrigue, si on regarde bien. Et cette partie-là, elle peut être très stable dans le temps. Et c'est ce qui fait qu'on sait que les sols contribuent à stocker du carbone de façon importante dans l'environnement. Et c'est même le plus gros stock de carbone organique qu'il y a sur la planète. La quantité de carbone sous forme de carbone organique, de matière organique qu'il y a dans les sols, c'est aujourd'hui, on estime que c'est environ, les chiffres varient parce que ça dépend de l'épaisseur qu'on prend en compte, mais on estime que c'est entre
3 et jusqu'à 5 fois le stock de carbone qu'il y a sous forme de CO2 dans l'atmosphère. Et ce stock de carbone dans l'atmosphère, c'est à peu près autant que le carbone qu'il y a dans toute la végétation terrestre. Donc vous voyez que dans les sols, il y en a beaucoup plus que dans ces deux ensembles de carbone de la planète. Et le rôle du coup qu'ont les sols, c'est de stocker du carbone sous forme de matière organique dans les sols. Mais cette capacité à stocker, elle est plus ou moins forte suivant la nature des écosystèmes et notamment la végétation qui est présente dessus et surtout la façon dont on gère cette végétation qui est très gérée par l'homme sur la planète. Et donc les sols agricoles ont une moins forte capacité de stockage que les sols forestiers. Mais les sols forestiers, ils sont déjà quasiment au maximum de ce qu'ils peuvent stocker. Donc aujourd'hui, ce qu'on considère comme outil possible pour essayer de stocker plus de carbone, ce qui permettrait de déstocker du CO2 dans l'atmosphère, qui est responsable du réchauffement climatique qu'on connaît, ce serait justement de favoriser, notamment dans l'agriculture, des pratiques qui permettent de conserver plus de matière organique dans les sols que les pratiques qui dominent dans l'agriculture intensive conventionnelle, qu'on qualifie parfois d'industrielle, et qui, elle, contribue beaucoup à un recyclage très très rapide de la matière organique du sol, et donc du coup à stocker assez peu de carbone. Donc, mais on sait qu'on a des leviers. Parmi ces leviers, c'est notamment mettre plus de végétaux pérennes, des végétaux prairiaux, des arbres, remettre dans nos paysages agricoles des arbres, c'est l'agroforesterie, c'est remettre des haies, les paysages de bocage qui ont disparu dans l'agriculture moderne. C'est des leviers qu'on connaît aujourd'hui comme efficaces, qui seraient efficaces. Mais ce qu'il faudrait faire avant tout, c'est réduire nos émissions de CO2, et ça, c'est pas une question d'agriculture en premier lieu. Et depuis que les humains sont devenus sédentaires ou qui pratiquent l'agriculture, il y a aussi une chose que vous évoquez dans l'ouvrage, c'est l'anthropocène. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est et à partir de quand doit-on la considérer pour que cette définition prenne sens? Et puis, deuxième question autour de l'anthropocène, c'est pourquoi déterminer une période? Qu'est-ce que ça permet scientifiquement de mesurer ou de réfléchir autour de ça? L'anthropocène, on considère que c'est une nouvelle ère dans les aires géologiques qui est complètement liée à l'activité de l'homme. Anthropocène. Donc sa définition, c'est ça. Après, il y a beaucoup de débats sur à partir de quel moment on considère que l'homme a transformé suffisamment la face de la planète, de la Terre, avec un grand T là pour le coup, pour qu'on puisse démarrer l'anthropocène. Et donc la plupart des scientifiques, et le concept, il est venu vraiment autour de la révolution industrielle, la révolution agricole, la révolution verte. Donc c'est plutôt la révolution industrielle, c'est le milieu du 19e siècle. Et puis c'est l'accélération qui s'est produite depuis le milieu du 20e siècle. Et là, si on regarde plein d'indicateurs, y compris juste la population mondiale, tout augmente de façon extrêmement rapide depuis les années 1950. Donc pour beaucoup de scientifiques, l'anthropocène, c'est entre le début du 19e siècle, le milieu du 19e siècle et puis le milieu du 20e siècle qu'on pourrait situer le démarrage de l'anthropocène. Et avec des choses très visibles. Aujourd'hui, vous avez tous entendu parler de l'augmentation, on vient d'en parler, de la concentration en CO2 de l'atmosphère, qui est vraiment en lien, c'est démontré, il n'y a aucun doute là-dessus, avec les activités humaines. Là, l'homme a une empreinte très très mesurable, visible sur la planète dans son ensemble. Alors là où on peut discuter, et au fond, ce qui a, à mon sens, et il y a beaucoup de scientifiques qui vont dans ce sens-là, la voir un peu plus loin, l'anthropocène, c'est que quelque chose qui a vraiment changé la face du monde, c'est de passer de chasseurs-cueilleurs à l'agriculture. Lorsqu'on a démarré l'agriculture, l'homme a commencé à défricher, ça a commencé à déclencher, ça existait déjà avant, mais ça a accéléré des processus d'érosion. Il a modifié en fertilisant ou en élevant des animaux qui lui donnaient des fertilisants. Il a modifié les propriétés des sols, et même en remontant très très loin dans le temps, on peut mettre en évidence. J'en parle dans l'ouvrage à un moment. Il y a des collègues qui ont fait des travaux absolument fabuleux là-dessus.
on peut mettre en évidence l'impact de pratiques agricoles très anciennes sur ce qu'on observe aujourd'hui, les sols qu'on observe aujourd'hui. Donc voilà, l'Anthropocène, elle a peut-être démarré plutôt il y a 10 000 ans qu'il y a 100 ou 150 ans. Mais ce que ça veut dire, c'est que l'homme, malheureusement, au travers de son activité, de la croissance de sa population, en particulier, est très forte depuis quelques décennies, mais qui s'est faite en particulier dès le début de l'agriculture, dès l'émergence des villes. Les premières villes sont très liées finalement à l'émergence de l'agriculture. On a commencé à perturber fortement les écosystèmes terrestres et du coup on pourrait remonter un peu plus loin. Et vous évoquez aussi le concept de borne à ne pas dépasser pour le bon fonctionnement de notre planète. De quoi s'agit-il et puis à partir de quand cette idée de borne est venue, a été évoquée? C'est relativement récent si je me souviens bien. C'est très récent. Alors l'idée était peut-être plus présente avant, mais ça a été vraiment... c'est un groupe de scientifiques à Stockholm qui sont réunis, qui travaillent vraiment dans le domaine de la durabilité et qui ont eu l'idée de concevoir, de réfléchir ensemble à ce qu'ils ont appelé des bornes ou des limites planétaires. Et en fait, à réfléchir pour un certain nombre de grands processus qui ont lieu sur la planète, d'essayer d'estimer quelle était ce qu'ils ont appelé la zone de confort à ne pas dépasser, le champ de l'admissible et du réversible, on va dire, dans les perturbations qu'on peut faire du fonctionnement de la planète. Et donc d'essayer, c'est pas facile, hein, c'est très controversé d'ailleurs, d'estimer ces limites. Et puis ils ont essayé de voir pour chacun de ces processus si on était plutôt encore en dessous de la limite, de la borne, ou qu'on avait dépassé les bornes. Et progressivement, c'est un concept qui a été élaboré il y a très peu de temps, une quinzaine d'années, en 2009, et qui s'est pas mal développé depuis. Ce qui est intéressant, c'est un des rares succès de scientifiques auprès des politiques, d'avoir pu utiliser le concept aussi pour essayer de faire réaliser, enfin concrètement, il y a encore beaucoup de progrès à faire, de faire mettre le doigt justement sur des choses qui ne sont pas admissibles. Parmi ces limites planétaires, il y en a une la première qui a été estimée être dépassée, vous la connaissez tous sous un autre nom, ils ont appelé ça intégrité de la biosphère. Et en fait, l'indicateur, c'est l'érosion de la biodiversité. Donc, vous avez tous entendu parler de l'érosion, la diminution énorme de la biodiversité sur la planète. Et là, les indicateurs, dans leur représentation de ces limites, est vraiment dans le rouge, parce qu'on sait que on a, au travers de nos activités humaines, et là, pour le coup, l'agriculture en est largement responsable, on a énormément altéré, diminué la biodiversité, et donc on a dépassé de façon très inquiétante cette borne, cette limite. C'est un exemple, il y en a plusieurs autres. Un exemple lié à l'agriculture de façon évidente, c'est les cycles, le cycle de deux nutriments majeurs, l'azote et le phosphore. C'est pareil, ils ont montré très très tôt. Puis il y en aura un autre qui serait évident, c'est le changement climatique. Mais ils ont montré que ces cycles étaient vraiment perturbés et en lien avec l'utilisation, je dirais, la mauvaise gestion de l'utilisation des engrais azotés, phosphatés et des impacts que ça peut avoir sur le fonctionnement des écosystèmes terrestres et aquatiques. Et pour essayer de pointer cette réflexion autour de ces bornes, certains scientifiques ont réfléchi à porter une qualité des sols, un peu comme la qualité de l'air ou la qualité de l'eau. Quel sens ça peut avoir dans la mesure où les sols sont très divers d'un endroit à l'autre? Comment déterminer ça? Et puis, est-ce que ça a un impact? Est-ce que peut y avoir des répercussions intéressantes sur la notion de qualité des sols? Alors, c'est à la fois des notions qui existent depuis longtemps. D'ailleurs, vous les manipulez, beaucoup d'entre vous, sans doute. Il y a plusieurs termes en fait associés à la notion de qualité des sols. Il y en a un qui est du coup très connu, c'est la fertilité. La fertilité des sols, c'est plutôt le terme qu'on utilisait jusqu'à il y a une trentaine d'années pour qualifier un sol est fertile ou il est peu fertile. Et en fait, le défaut de cette vision-là, c'est qu'elle était très centrée sur un usage
qui est la production d'une forêt, la production d'une culture, alors que les sols, ils ont plein d'autres fonctions que soutenir la production végétale. Et donc c'est une des raisons qui ont fait que les chercheurs, les gens qui réfléchissaient au fonctionnement des sols, mais aussi à la préservation des sols, se sont dit que mieux que la fertilité, il faudrait parler de qualité des sols, et en mettant aussi en avant que la fertilité, elle était avant tout considérée comme étant une fertilité soit physique, la qualité de la structure du sol, sa capacité à infiltrer de l'eau, ou chimique, sa richesse en matière organique, sa richesse en azote, son pH. C'était essentiellement ces indicateurs-là qu'on utilisait, donc physique, chimique. Et puis on s'est rendu compte qu'on passait à côté de la dimension biologique de la fertilité, dont la biodiversité, mais aussi plein d'autres choses qui sont plus liées aux activités des organismes vivants. Donc la qualité, très vite, on s'est dit, il y a au moins une troisième composante très très importante à prendre en compte, c'est la qualité biologique du sol. Et puis plus récemment, maintenant on parle même de santé des sols. Il y a beaucoup de débats dans la communauté scientifique là-dessus. C'est intéressant comme terme, notamment dans la communication auprès du public ou des politiques, parce que voilà, aujourd'hui on estime à l'échelle de l'Union européenne que environ 60% de nos sols seraient en mauvaise santé, ne seraient pas sains. Voilà, c'est quelque chose qui parle. On pourrait dire ne sont pas de bonne qualité. Mais du coup, on a ces différents termes qui existent aujourd'hui. Une des grosses difficultés, puisque vous évoquiez la qualité de l'eau, la qualité de l'air, c'est que la qualité de l'eau, on s'en préoccupe parce que parfois on en boit de l'eau. Et du coup, il y a des réglementations très vite qui ont été mises en place pour encadrer ce qu'on fait quand on gère de l'eau. Et de même, l'air, on le respire et on se préoccupe, c'est un peu plus récent, mais on se préoccupe de la qualité de l'air parce que ça nous touche directement, ça touche notre santé. La qualité des sols, on n'est pas un ver de terre, on n'est pas des vers de terre, on le consomme pas directement et c'est sans doute ce qui fait que on a longtemps un peu ignoré cette dimension-là, alors qu'en fait, les sols, la qualité des sols va influer la qualité des productions végétales qu'on élabore sur ces sols, voire des animaux qu'on va élever avec les produits végétaux qui sont sur les sols, qui poussent sur les sols. Et du coup, au fond, c'est très important aussi pour nous. Et puis, je dirais, au-delà de pour nous, c'est important pour les écosystèmes. Donc, les chercheurs qui travaillent sur les sols, ça fait de nombreuses années qu'ils ont essayé de faire passer l'émergence d'une réglementation aussi sur la qualité des sols, qui permettrait finalement de prendre conscience que c'est important de préserver la qualité des sols. Voilà, ça a été débattu au niveau de l'Union européenne et ça avait été un petit peu laissé de côté. Et heureusement, en 2023, à force de se battre, on a réussi à faire passer une réglementation sur la santé des sols, qui est encore en débat sur quels indicateurs. Et ça, c'est très compliqué. Mais en tout cas, l'idée de se soucier de la qualité des sols, la santé des sols, a commencé à passer dans la sphère politique, ce qui a mis 25 à 30 ans. Mais désormais, voilà, on travaille beaucoup aujourd'hui là-dessus, sur essayer de trouver maintenant les bons indicateurs de c'est quoi la bonne santé, je dirais la bonne qualité d'un sol. Et c'est pas du tout simple, parce que suivant l'usage qu'on fait d'un sol, suivant le type de sol, un sol qui aurait la même, abondance par exemple en vers de terre ou la même valeur de teneur en matière organique, ça ne veut pas dire forcément la même chose. Voilà, pour un sol dont on a un usage. Je vais prendre un exemple qui va peut-être vous parler. C'est en vigne, dans la viticulture où on essaye de produire des vins de qualité. Souvent, les sols qui donnent des vins de qualité, c'est des vins qui vont stresser plutôt la vigne, où la disponibilité de l'eau, des nutriments est plutôt limitante. Et donc, c'est plutôt des sols de mauvaise qualité pour, en tout cas, faire de l'agriculture, la culture céréalière. Dans une culture céréalière, on a besoin de sols profonds qui retiennent l'eau, qui fournissent beaucoup de nutriments, qui n'ont pas de contraintes physiques trop fortes pour que les racines s'établissent rapidement et colonisent en profondeur. Et une vigne, qui est une plante pérenne, qu'on veut faire souffrir un petit peu pour faire des vins de qualité, on va la mettre plutôt dans des sols très caillouteux, éventuellement superficiels, parce que ces racines vont pouvoir s'insinuer même dans la roche.
Et donc, voilà, un sol de qualité mauvaise peut être quelque chose qu'on recherche pour une production donnée, et alors qu'un sol voilà, de qualité, de très bonne qualité, très fertile, serait pas adapté pour faire de la production viticole de qualité. Donc voilà, c'est encore aussi des prétextes compliqué pour avoir des difficultés à trouver des critères. Exactement, et à définir finalement un cadre qui ne soit pas trop contraignant non plus. Alors, avant de conclure, parler de transition, d'évolution écologique nécessaire, qu'est-ce que l'agroécologie comme source potentielle d'amélioration des sols et puis surtout de l'évolution de lutte contre le CO2 et puis peut-être pour des qualités de nutriments meilleures pour nous. Ce qui est effectivement, on se préoccupe beaucoup aujourd'hui à juste titre de ce qu'on peut qualifier de transition agroécologique. Il y a un grand chemin à faire. Parce que le constat qu'on a fait, c'est que l'agriculture conventionnelle qui visait essentiellement, et ça se justifie de ce point de vue-là, qui visait pour pouvoir finalement les populations humaines de la planète avec cette croissance démographique accélérée en aliments. Et du coup, l'intensification de l'agriculture, elle a eu l'effet positif de permettre de produire beaucoup plus de denrées alimentaires et de quasiment suivre le rythme de la démographie mondiale. Mais en même temps, en fait, le défaut de l'agriculture conventionnelle et intensive, et ça, on a mis du temps finalement à mettre le doigt sur ces questions-là, c'est que elle s'est faite, ce progrès sur la production, la productivité, il s'est fait à grand renfort d'intrants, les fertilisants, les pesticides, l'irrigation parfois, et du coup, un certain nombre de pratiques. Il y en a d'autres, le travail du sol, de pratiques qui on l'a vu, ont plein d'impacts négatifs sur les organismes du sol, sur le fonctionnement du sol. Et c'est compatible, on va dire, avec un mode de production, mais où finalement la vision du sol, elle est plutôt, le sol, c'est un support physique des cultures. Et on essaye de gommer finalement l'hétérogénéité du sol au travers de l'usage des intrants. Voilà, on artificialise d'une certaine façon le sol, enfin ça a d'autres sens. L'agroécologie, c'est une vision très très différente où l'idée c'est d'abord de se dire que d'abord de donner beaucoup plus de place au sol, et au sol avec l'ensemble des fonctions d'un sol, avec toute la biodiversité qu'il héberge, et l'ensemble de ce qu'on appelle les services écosystémiques que rendent y compris, enfin que rendent tous les écosystèmes, mais en l'occurrence les agroécosystèmes, les écosystèmes cultivés. Et par exemple, c'est plus compliqué de se poser la question de développer des pratiques, des systèmes agroécologiques, parce qu'on se préoccupe certes de produire suffisamment d'aliments pour nourrir la planète, mais en même temps on se soucie de stocker plus de carbone dans les sols, de limiter l'érosion de la biodiversité que j'évoquais tout à l'heure. Et donc du coup, il faut être inventif, ou alors simplement, quelquefois, réinventer. C'est redécouvrir des pratiques qui sont encore présentes dans les agricultures du Sud, que pratiquaient nos grands-parents ou arrière-grands-parents, et qu'on essaye d'adapter aux besoins d'aujourd'hui, et notamment à une population qui est beaucoup plus importante qu'il y a 50 Alors pour faire une petite transition avec la prochaine rencontre qui aura lieu mercredi prochain avec la venue de Claire Dutray, est-ce qu'il existe des plantes qui permettent ou des organismes qui permettent de lutter contre la pollution, puisque le thème de la prochaine rencontre sera vivre en arsenic, c'est-à-dire la question de la vallée au-dessus de Carcassonne qui est entièrement polluée d'arsenic. Alors oui, le propre des êtres vivants, c'est la faculté d'adaptation. Alors évidemment, dans des endroits pollués, là c'est le cas d'une mine, d'une activité, c'est une pollution liée à une activité minière. Il y en a plein dans la région. D'anciennes mines, petites, grosses, des différents types de mines, différents types de situations de pollution. Et en fait, on a beaucoup de situations où on observe que malgré le niveau de pollution qu'on peut mesurer, on a un écosystème qui peut se développer, se mettre en place, survivre à ces conditions, parce que on constate qu'on a des
micro-organismes, de la faune du sol, des végétaux, qui sont capables de... c'est pas le cas de tous, hein. Donc du coup, forcément, quand on pollue, on modifie la composition des communautés. Mais c'est très difficile, heureusement pour nous, en polluant, d'aller jusqu'à stériliser complètement un sol, de rendre un sol mort, comme on emploie le terme parfois. On peut tuer des catégories d'organismes, mais c'est très difficile de détruire tous les organismes vivants dans un sol. Donc, il y a eu beaucoup d'études sur des sites très pollués où on peut observer des organismes très très adaptés, y compris à l'arsenic, au zinc, au plomb, au mercure. Et chez les végétaux, on a effectivement, on connaît un certain nombre d'espèces qui sont vraiment adaptées à ces milieux-là. Souvent, c'est des espèces qui soit sont capables d'absorber les métaux et les rejettent en faisant tomber leurs feuilles contaminées. Ça c'est des plantes. Voilà, ça retourne, mais elles survivent. Beaucoup en fait aussi exclues, c'est-à-dire elles ont des mécanismes qui leur permettent d'absorber les nutriments, mais le moins possible les polluants, les métaux ou l'arsenic. Et puis il y a des végétaux encore plus particuliers, on les appelle les plantes hyperaccumulatrices. Alors qui, elles, ont même la faculté d'accumuler presque des concentrations qu'on trouve dans ces végétaux-là sont supérieures à celles qu'on a dans le sol sur lequel elles poussent. Et il y en a quelques-unes très connues dans les Cévennes. Il y a eu beaucoup de travaux sur des petites espèces de la famille des brassicacées. Voilà, c'est une famille où il y a beaucoup d'hyperaccumulatrices dans les milieux tempérés. Et puis sur notre territoire français lointain, c'est en Nouvelle-Calédonie avec des sols très très riches en nickel, qui a le plus de diversité en termes de flore hyperaccumulatrice. Il y a même une espèce que les autochtones appellent la sève bleue parce qu'elle contient tellement de nickel, c'est presque 20% la matière sèche c'est un latex plus qu'une sève. Dans cette plante-là, c'est du nickel. Et donc, elle est bleu-vert, couleur du nickel. C'est très spectaculaire. Et en fait, c'est parce que la plante a une capacité de bloquer en fait le nickel, de le rendre finalement pas contaminant pour ces cellules végétales. Et c'est ce qui lui permet de survivre dans des conditions et avec des teneurs extrêmement élevées. Alors du coup, il y a eu des idées depuis quelques dizaines d'années d'utiliser ce type de végétaux pour faire ce qu'on appelle la phytoremédiation, c'est remédier des sols pollués avec des végétaux. Ça marche très bien avec des végétaux accumulateurs ou hyperaccumulateurs, ce qui permet de contenir la pollution sur le site, d'éviter un site qui serait pas couvert de végétaux. Avec l'érosion, la pollution se disperse dans l'environnement, vers les rivières, dans l'atmosphère. Donc c'est très important de végétaliser ces sites. Après, ça peut même avoir le défaut de banaliser le site, quand c'est complètement végétalisé. Et puis, il y a même des technologies où c'est ce qu'on appelle la phytoextraction. On a eu l'idée d'utiliser les végétaux pour extraire les métaux précieux du sol. Alors ça marche, mais pas à des échelles industrielles. Il y a très très peu de cas où ça a fonctionné, mais il y a beaucoup de travaux qui ont été faits et ça a permis de vraiment avancer sur la compréhension du fonctionnement de ces plantes hyperaccumulatrices assez exceptionnelles, mais très rares. Alors maintenant que vous savez vous poser les pieds, je vous invite à découvrir l'ouvrage « La vie cachée des sols » de Philippe Eisinger, un ouvrage scientifique, exigeant, précis, mais accessible à tous. Merci Philippe Eisinger pour vos réponses. Merci Stéphane. Merci.